Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les marchés, voir ce qu'il se passe, bien définir notre stratégie, on va en parler et on va voir mes résultats, où j'en suis de mon côté. Tout d'abord, nous arrivons dans la saison des résultats. Donc la guerre en Ukraine, ça se poursuit, ça va se poursuivre a priori de la même façon pendant au moins un bon moment, au moins jusque la Russie prenne le Donbass, c'est ce qui a l'air d'arriver, donc tout ça, ça a l'air d'être déjà pricé dans les cours, que ce soit en Europe, du côté des États-Unis. L'inflation-récession, c'est justement tout ce qui est regardé au niveau des facteurs macroéconomiques et des réserves fédérales, donc la Fed du côté des États-Unis, la BCE du côté de l'Europe, qui remontent leurs taux, et tout le monde essaye de voir un peu par rapport à l'inflation, par rapport à une éventuelle récession, ou au moins une diminution de la croissance, par rapport à ces politiques monétaires, à quel point elles vont être accommodantes ou pas, où est-ce que va aller le bas de marché, et tout le monde s'attend à dire que nous avons vécu le pire. En tout cas, sauf les catastrophistes, mais les catastrophistes, vous pouvez toujours aller voir, vous les retrouverez au milieu de 2020, au milieu de 2021, ils sont toujours catastrophistes, et ils sont toujours là, et c'est toujours la fin du monde. Donc forcément, un jour, ils auront peut-être raison, mais la fin du monde, peut-être qu'on sera plus de ce monde quand elle arrivera. Dans tous les cas, nous arrivons dans la nouvelle saison des résultats, notamment du côté des États-Unis, mais aussi semestriel du côté de l'Europe, et tout ça, effectivement, risque de faire bouger les cours de marché, puisque les entreprises qui maintiennent leurs bénéfices ou sont vraiment en croissance, etc., risquent d'être augmentées si elles n'ont pas été bien pricées, et celles où il y a des résultats en baisse qui sont pas forcément attendus, qui sont pas forcément pricés dans les cours, eh bien, risquent de fortement chuter. Donc attention, nous risquons d'avoir un mois de volatilité comme assez régulièrement, le période 15 juillet 15 août. Et après, ce qu'il va falloir voir, c'est aussi voir ce que vont faire les banques fédérales. Au niveau des indices, si on prend au niveau du Stoxx Europe 600 par exemple, eh bien on voit sur 6 mois, sur le début de l'année même, c'est fortement en baisse. Sur le début de l'année, vous voyez, c'est presque 15% de baisse sur les 600 plus grandes actions européennes. Et si on regarde sur les derniers mois, eh bien effectivement le mois de juin, si on prend que le mois de juin, c'est ici du 31 mai, la clôture du 31 mai à la clôture du 30 juin, eh bien nous avons 8% de baisse au mois de juin, un mois qui a été vraiment très difficile. Là, nous assistons à un petit rebond. Nous avons fait un plus bas ici qui était vers le 5 juillet. Et nous avons un petit rebond déjà de 4% qui peut être très intéressant. Potentiellement, ça pourrait aller dans le meilleur des cas, aller chercher ça. Maintenant, avec la saison des résultats, pas sûr du tout. Du côté des États-Unis, on retrouve vraiment la même tendance. Vous voyez, 17%. Alors là, c'est en dollars. Le dollar a fortement augmenté par rapport à l'euro. Donc il faudrait le remettre en euros si vous êtes en euros. Mais en tout cas, ça vous montre des fortes tendances avec 18% de baisse, même presque 19%, et 17% de baisse sur 6 mois. Et on voit exactement les mêmes tendances avec potentiellement quelque chose qui pourrait être un double creux, un plus bas, plus haut ici. Vous voyez, une première bosse et un plus haut, et puis du coup aller rechercher au moins ces targets-là. Il y en a qui se disent que ça peut aller rechercher ces 6%, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Europe, à voir ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, ça risque d'être très volatile au niveau de la saison des résultats. Au niveau des marchés, si on regarde au niveau des secteurs, eh bien effectivement depuis un mois, on voit qu'il y a 3 secteurs qui repartent à la hausse. La santé ici, là je suis sur les secteurs du CAC 40, donc du côté de la France, les biens de consommation qui repartent à la hausse, et les services aux consommateurs. Et tout le reste, vous voyez que c'est fortement dans le rouge, principalement les matériaux de base qui sont très fortement dans le rouge. Et ce que l'on voit qui fonctionnait jusqu'à il y a quelques mois, jusque vers mai à peu près, peut-être juin, ça dépend des entreprises bien sûr, eh bien vous voyez le secteur pétrole et gaz ici, donc le secteur de l'énergie. Eh bien tout ça, depuis le début de l'année ça fonctionnait bien, depuis un an ça fonctionnait bien, mais par contre ça ne fonctionne plus du tout. Et tout ça, on le revoit sur les secteurs américains, on retrouve exactement la même tendance. Alors sur un mois, sur le secteur américain, c'est même plus fortement haussier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont dans le vert ici, mais on voit la même forte tendance, c'est-à-dire que sur 6 mois ou sur le début de l'année, l'énergie
dominé complètement, pétrole et gaz notamment, toutes les grosses sociétés dans ce domaine-là, mais depuis même 3 mois, si on regarde 3 mois ici, eh bien depuis 3 mois, on n'avait plus le secteur de l'énergie s'était arrêté, était dans le rouge, alors 3 mois à peu près, mais vous pouvez prendre jusqu'à peu près mai, effectivement, et vous voyez que toutes les perfs sur 3 mois, là c'était plus catastrophique, il y avait tout qui était vendu. Et je ne le répéterai jamais assez, c'est encore plus primordial, il est nécessaire de bien définir votre stratégie, notamment dans ce contexte de marché baissier. Notamment sur les personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année sur la bourse, alors là c'est vraiment, vous avez connu que la baisse quasiment, et les personnes qui seraient arrivées sur la deuxième partie au moins 2021, où vous avez connu une grosse hausse puis la baisse derrière. Mais il est très important de bien définir votre stratégie. Je parle bien de votre stratégie. Ne vous faites pas avoir par les différentes vidéos, les différents articles que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à aller analyser, mais gardez votre analyse critique, gardez votre avis critique sur tout ça. Car il est très important de voir à quel point ils sont biaisés pour la plupart, ou en tout cas pour certains, et notamment quand on vous vend derrière des formations, mais on vous dit pas de déduire le prix des formations de votre performance. Car si vous avez 10 000 euros à investir et que vous mettez déjà 1 000 euros dans la formation, c'est 10% que vous pouvez mettre en moins dans votre performance de la première année. Et là, ça fait très mal. À voir du coup, est-ce que c'est utile d'aller suivre une formation ou de vous former vous-même. Tout ça, ce sont des choix. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des choix, des avantages, des inconvénients. Et donc, du coup, dans ces choix, vous avez effectivement d'aller sur les ETF, donc les fonds, c'est sur des produits de bourse. Quand vous êtes sur des ETF, on vous dit souvent vous investissez sur les entreprises. Non, vous êtes juste sur des produits de bourse. Donc, vous êtes sur un produit de bourse qui réplique l'indice et donc la performance des indices qui, eux, vont répliquer au niveau des entreprises. Bien sûr, sur ces ETF, il y a tout ce qui est synthétique et physique. Il y en a où, effectivement, le courtier sur lequel vous êtes va acheter en contrepartie des entreprises. Néanmoins, c'est bien lui, c'est pas vous qui êtes propriétaire de ces entreprises, vous êtes propriétaire du produit de bourse ETF. Vous pouvez faire effectivement du stock picking à travers ça, plutôt aller sur des actions où là vous êtes réellement propriétaire de l'action. Mais du coup, tout ça, c'est un choix, puisque effectivement, pour faire du stock picking, c'est moins passif que pour un ETF, et il va falloir plus de connaissances, on va dire, plus s'informer. Et donc là, j'en reviens exactement. Est-ce que vous devez vous former par vous-même? Est-ce que vous vous formez avec une formation? Mais ça a un coût. C'est soit du temps que vous dépensez, soit un coût que vous dépensez. Est-ce qu'elle sera bien? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que vous préférez passer du temps à faire du stock picking pour essayer de chercher les bonnes actions? Et comme vous voyez, si vous avez trouvé les bonnes actions, vous surperformez largement ce qui est en jaune ici. Ce sont des exemples qui ont été mis ici. Maintenant, si vous êtes sur les mauvaises actions, je peux vous prendre Atos ou Orpea, je n'ai pas été regarder la courbe, mais ça a dû bien dégringoler. Il y a même des actions qui potentiellement disparaissent. Alors attention, dans le disparaissent, on vous dit à chaque fois ça disparaît. Quand c'est racheté, vous perdez pas forcément d'argent. Donc tout ça, bien aller voir tout ce qu'il y a comme information et bien réussir à avoir cette analyse critique et ne pas être biaisé. Vous avez aussi tout l'aspect market timing. Est-ce que vous voulez faire de market timing? Pareil, là, dans les biais, vous allez avoir tous les gens qui vont montrer ce graphique-là avec, attention, si vous ratez, vous voyez, les 20 meilleurs jours, vous êtes en performance négative à chaque fois. Et là, c'est les 20 meilleurs jours, je ne sais pas si c'est par année. Oui, c'est par année, les 20 meilleurs jours par année entre 1990 et 2019. Mais là, ce qu'on vous dit, en gros, c'est on compare quelqu'un qui est complètement investi par rapport à quelqu'un qui va faire du all-in et qui va sortir tout all-in juste avant une grosse hausse. Donc effectivement, si vous sortez la veille de l'annonce par Pfizer du vaccin, les marchés, ils ont pris peut-être 7% dans la journée, ou quelque chose comme ça, et vous rentrez juste le soir, eh bien effectivement, vous allez prendre une baisse de 27% comme ça. Mais qui fait ça? Personne. Donc c'est complètement fictif. Et d'autre part, dans cette étude, on ne vous montre pas non plus que se passe-t-il pour quelqu'un qui serait en train de timer le marché bien mieux, c'est-à-dire quelqu'un qui, au lieu de rater les 20 meilleurs jours, rate les 20 meilleures baisses.
Parce que là, je vais vous dire que ça serait pas du bleu, ça serait un vert, et tellement énorme, bien plus grand que cette barre rouge, et c'est ça pourquoi ils ne vous le mettent pas, et pourquoi ils sont biaisés dans ce genre d'études, parce que là, ça prouverait, contrairement à ce qu'ils veulent montrer, que le market timing, ça marche. Et ils ne vous le mettent pas, mais maintenant, attention, la personne qui sera en barre verte comme ça, tellement énorme, etc., n'existe pas non plus. Il n'y a personne qui sort au point haut en faisant je retire tout au point haut, parce qu'il a deviné où était le point haut, et il va aller deviner exactement, après cette journée de baisse catastrophique, qu'il faut faire all-in pour tout rentrer à la fois. De la même façon, quand on parle de ce market timing-là, il y a plein de façons de faire du market timing. Vous pouvez faire du market timing sur votre stock picking, donc il y a des moments où vous pouvez rentrer dans les actions. Le market timing, ça ne veut pas dire faire all-in tout d'un coup sur un ETF ou sur une action et ressortir en all-in. Vous pouvez prendre des positions en plein de fois, c'est même plutôt conseillé de faire ces positions en plusieurs fois, de ressortir de ces positions plusieurs fois. Comme ça, vous allez lisser un peu les choses. Vous pouvez faire plein de stratégies comme ça. Dans tous les cas, j'en reviens toujours à définir votre stratégie, ne pas être biaisé, rester avec votre avis critique et faites en sorte que votre stratégie soit simple. Mais le principal, c'est que vous devez être à l'aise avec votre stratégie. Si votre stratégie vous permet d'avoir un risque où vous perdez 50% de votre portefeuille, mais que c'est pas dramatique pour vous, eh bien, c'est pas dramatique pour vous. Et de la même façon, vous pouvez mixer un peu des choses. Vous pouvez faire 50% ETF, 50% de stock picking ou 20% dans chacune des stratégies, et ainsi de suite. Pour en revenir au market timing, ici, on ne vous montrera toujours pas dans les études un mix des deux. La personne qui à la fois rate les 20 meilleurs jours, mais aussi les 20 meilleures baisses. Pourquoi ? Parce que ça serait largement positif. Et voilà, et du coup, ça va contre le market timing, et là, ils veulent vous dire, attention, il faut absolument être en DCA, il faut absolument être totalement investi. Mais c'est pas forcément bête non plus, c'est pas forcément une mauvaise stratégie. Je vous dis juste, attention aux biais qu'on va vous montrer dans toutes les études. Le DCA, parlons-en, le dollar cost averaging, et bien là, vous avez le lump sum par rapport au DCA, par exemple, où on va vous montrer, et ça c'est réel, on va dire, qu'effectivement, si vous mettiez toute votre somme au tout départ, mais seulement faut-il l'avoir, la somme, puisqu'on a souvent un salaire qui est mensuel qui arrive, donc on a des arrivées d'argent tous les mois, c'est pour ça que le DCA est propice par rapport à ça. Mais si effectivement vous aviez 50 000 euros, et bien faire un all-in est généralement plus bénéfique à long terme que d'avoir mis la somme complètement répartie sur 50 ans par exemple. Bien entendu, ça se comprend, puisque tant que les marchés sont haussiers, bien plus vous êtes dans le marché, plus ça va être haussier. Si à un moment donné, le monde de la croissance s'écroule, eh bien ça ne sera plus du tout le cas. Au niveau du coup de ce DCA, eh bien à vous de voir, mais de la même façon, soyez à l'aise avec votre DCA. Coupez votre DCA si vous n'êtes pas à l'aise. Ça fait 6 mois qu'on est en baisse. Si vous avez mis 100 euros depuis le début de l'année, que vous avez commencé au début d'année, et puis que là ça vous fait mal, etc., à la limite stoppez-le. Je vous dis pas que c'est la meilleure solution, mais stoppez votre DCA et reprenez le jour où ça sera plus facile pour vous. Mais surtout, ne capitulez pas et ne partez pas de la bourse à long terme, vous le regretterez. Quand dans 20 ans vous regarderez les choses, probablement que vous le regretterez. Et donc ça serait bien dommage de vous perdre. Au niveau de ce DCA, pareil, vous pouvez aussi l'appliquer d'une certaine façon. Par exemple, vous décidez de mettre entre 100 et 200 euros par mois, et en fait, le fait de mettre plutôt 100 ou plutôt 200 euros, c'est plus ça a descendu, plus je vais m'approcher des 200 euros, plus ça a monté, plus je vais m'approcher des 100 euros, avec ces barrières-là par exemple. Et comme ça, vous allez jamais au-delà des 200, jamais au-delà des 100. Mais du coup, quand plus vous allez être proche du point bas, plus vous allez avoir mis d'argent, et plus vous allez être proche des points hauts, moins vous allez avoir mis d'argent. C'est des stratégies simples de faire des sortes de DCA, mais pas forcément complètement constants. Comme je le répète, votre stratégie, c'est bien la vôtre, soyez à l'aise avec. Ensuite, vous avez tout ce qui est que vous êtes plutôt sur la croissance, plutôt sur la value, sur la quality, tout ce qui est dividendes, que ce soit des forts dividendes, les dividendes aristocrates, donc croissant d'année en année, les dividendes mensuels en répartissant selon les sociétés, des stratégies telles que les dogs of the do, un peu plus particulières, et là on vous montre encore plein de graphiques, il va y avoir encore plein de billets dans tous les sens pour vous montrer ici parmi les stocks Europe 500, et bien lesquels versent le plus, lesquels vous gagnerez plus. Ici, ce qui est montré a priori, je vais pas du tout été vérifier si les chiffres sont bons, c'est que les entreprises avec les
dividendes croissants, eh bien, seraient les meilleurs, alors que justement, il y en a beaucoup qui vont aller vous montrer plutôt que les dividendes non payeurs, donc ce qui est en orange ici et qui apparaît comme un peu catastrophique. Donc les entreprises soi-disant de croissance, eh bien, vont surperformer. Mais dans les entreprises de croissance, on peut retrouver ici effectivement du Amazon qui ne verse pas de dividendes, mais du Apple qui en verse. Pour autant, Apple fait une forte croissance, c'est pour ça qu'elle a bien performé ici, par exemple. Donc voilà, bilan, définissez bien votre stratégie et soyez à l'aise avec. Un rapide tour sur mon bilan pour vous montrer que c'est possible. Donc moi, bien sûr, ce que je vous montre, c'est de l'investissement qui n'est pas complètement passif, je l'assume complètement, c'est un investissement dynamique, mais ma stratégie fonctionne très bien, elle est très simple et elle me convient parfaitement. Le total des plus-values, j'en suis à 19,30% depuis octobre 2020, donc un peu plus d'un an et demi maintenant. Au niveau des dividendes, j'en suis à 1,68% reçu pour l'instant, et au niveau du crowdlending, puisqu'il y a aussi Mintos, avec 11,33% pour le moment, même si du côté crowdlending, je vous l'ai déjà montré, ça a bien fléchi. C'est du côté des dividendes, justement, ça augmente bien, et je n'arrête pas de rajouter de l'argent en DCA, mais pas continu, pas linéaire, et vous voyez que mon gain total, je suis repassé en dessous des 20%, parce que j'ai moins gagné que ce que je mets comme argent, mais je suis à près de 20% encore de bénéfices, et donc tout se passe bien. Au niveau de cette courbe mois après mois, eh bien vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, ça grandit, ça grossit. Même avec les mois, vous voyez que mon meilleur mois ici, ça reste le mois de mars. Et pourtant, nous sommes depuis le début de l'année dans un marché qui est bien baissier. Et ben, moi, je m'en sors plutôt bien. Néanmoins, il y a des choses à noter. Je m'en sors plutôt bien, c'est que, bien sûr, j'ai mis plus d'argent qu'au départ, mais c'est ça qui est important, c'est que plus vous aurez d'argent, plus vos performances qu'elles soient en perte ou en bénéfice des premiers mois, ne ressembleront à rien, ça sera encore pire, dans 5 ans. Ce mois d'octobre 2020, au final, peu importe si j'avais fait une perte ou pas, ça va être tellement zéro, ça va se rapprocher tellement de zéro que ça va être presque insignifiant. Quelque chose que l'on voit, donc ça fluctue au niveau des plus-values, j'arrive toujours à faire des grandes choses, mais ça c'est tout à fait normal, puisque effectivement, sur les 6 mois que vous voyez baissier, eh bien il y a eu d'abord même, ça a commencé en novembre ici, et c'est pour ça qu'il y a eu des ventes où j'étais sorti de la technologie pour aller sur du value. Fallait pas durer très longtemps. Dès janvier, il fallait repartir sur l'énergie, ce que j'ai fait avec tout un tas d'entreprises, puisque je ne fais pas du all-in sur une entreprise, ni sur un secteur, mais globalement orienté vers l'énergie. Et vous voyez que justement, l'énergie, j'ai réussi à aller les ressortir, ces entreprises-là, sur ces 3 mois-là, d'où mes plus-values qui sont intéressantes. Sur le mois de juin, beaucoup plus compliqué, 8%, et puis on a vu, comme on l'a vu ensemble, il y a tout qui baissait, donc du coup, j'avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver, et d'où cette barre au niveau des plus-values qui est plus petite. Et maintenant, par contre, je vous annonce déjà qu'en juillet, c'est beaucoup mieux, puisque le rebond de début juillet, j'en ai déjà bien profité, et là, c'est sur tout secteur, pas sur l'énergie, même sur des bonnes technologies américaines, eh bien, il y a des bons moins 35% à avoir, même sur des Google par exemple, par rapport à novembre, et j'avoue que j'en ai bien profité. Sur du Google ou du Qualcomm par exemple, sur lesquels que j'avais vendu, et sur lesquels je suis revenu. Ce qui est intéressant à voir, c'est au niveau dividendes. Je ne cherche pas une stratégie à dividendes, c'est très personnel, je vous les présente parce qu'elles sont très bien. Néanmoins, pour l'instant, moi, sur cette partie de portefeuille, je ne cherche pas les dividendes, mais néanmoins, vous voyez que sur les 2 derniers mois, les barres sont de plus en plus importantes au fur et à mesure, ces barres en rouge, mais sur les 2 derniers mois, elles ont bien augmenté, et j'avoue que sur le mois de juin, eh bien, vous voyez que ça m'a bien compensé le fait d'un mois très difficile pour le reste. Du côté des intérêts de Mintos, j'en parle peu, mais effectivement, depuis la guerre en Ukraine, c'est ici que ça a commencé à ralentir, et pour l'instant, c'est toujours dans ce ralentissement. Je ne rajoute toujours pas d'argent, ça fait bien longtemps que je ne rajoute pas d'argent, je laisse ça fait toujours un petit rendement supplémentaire, une petite diversification, et c'est toujours intéressant. Et d'un point de vue intérêt composé, eh bien vous voyez l'évolution depuis 2020. Et pourquoi je vous montre à chaque fois ça, et pourquoi il n'y a pas de montant, c'est pour vous donner l'idée. C'est que si vous êtes investisseur, que vous venez d'arriver, vous êtes peut-être dans cette zone-là. Mais dites-vous que dans
2 ans, 3 ans, quand ça aura amélioré les choses, eh bien, vous serez peut-être bien plus investi et avec bien plus d'intérêt gagné dans votre portefeuille et vous serez bien plus content et dans une meilleure période qu'actuellement. On voit que c'est pas encore exponentiel, hein, puisque les intérêts sont exponentiels. Pourquoi? Parce que ça ralentit notamment avec ce dernier mois de juin. On l'a vu, hein, puisque mon pic il était vraiment ici vers mars, et donc là on avait l'impression d'une accélération. Donc à voir si sur la fin d'année j'arrive vraiment à accélérer les choses. Sinon, moi je continue à mettre beaucoup d'argent. Le seul mois où j'ai mis moins d'argent que ce que j'en ai gagné, c'est le mois de mars, mais ça reste vraiment pour l'instant le seul mois. À l'avenir, j'espère que effectivement mes intérêts composés feront encore davantage que mon capital. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances.